Bonsoir et merci pour votre fidélité légendaire à notre antenne. Dans ce numéro de votre émission Covid-19 à vos questions, nous allons passer à la loupe pour l'actualité concernant bien sûr la maladie à coronavirus et nous recevons sur ce plateau docteur Sosinou Aoussile, bien sûr secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Avec lui, nous allons parler de la stigmatisation qui semble être aujourd'hui bien sûr un frein dans la lutte contre la maladie à coronavirus au Togo, si l'on voit dans le monde entier. Bonsoir docteur et merci d'être là. Merci beaucoup. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices. Alors, à la découverte du thème du jour, quand nous l'avons envoyé, quelle était votre première réaction ? Ah oui, mais j'étais d'abord surpris et puis également très ému. Oui. Parce que c'est des aspects sur lesquels nous communiquons le moins dans cette lutte contre le coronavirus. Parce que la stigmatisation, vous savez, c'est le fléau qui est le plus négatif dans la gestion de tous les problèmes de santé publique. Alors, on dit la stigmatisation est-elle un frein, bien sûr, dans la lutte contre la maladie à coronavirus? Est-ce qu'aujourd'hui, après le traitement dans tout son ensemble, d'abord, on parle bien sûr, on va partir d'abord du premier constat qui consiste à détecter le malade, à l'éloigner de sa maison ou bien de sa concession, et dans ce public là où il se retrouve d'abord, arriver à l'hôpital, retourner maintenant, est-ce qu'il y a toujours cet accueil-là? On sait, l'Africain a toujours un peu délicat sur ce genre de comportement. Non, vous avez raison. En fait, jusqu'à présent au Togo, ça se passe bien. Parfait. Et puis, je peux vous assurer que vous avez fait une très bonne communication sur la maladie. Merci. Je peux m'assurer sans évidence que 9 Togolais sur 10, c'est que quand on est infecté par cette maladie-là, quand on a souffert de cette maladie et une fois guéri, on ne peut plus transmettre donc la maladie à une autre personne. Parfait. Ce qui est plutôt un bon indicateur. Ce qui fait que la réinsertion sociale jusqu'à présent, je peux dire que ça se passe plutôt bien. Nous avons d'ailleurs suggéré aux équipes des chercheurs de commencer par monitorer sur le plan clinique, mais aussi sur le plan biologique et psychosocial, l'évolution, en tout cas, ce qui se passe après l'hospitalisation. Dans ce sens, nous aurons des évidences pour vous communiquer. OK. Ce qui plutôt peut ressembler à la peur de la stigmatisation, c'est plutôt avant d'entrer dans les hôpitaux. Voilà. Avant d'entrer dans les hôpitaux, il y a certaines personnes qui opposent un peu de résistance. Mais grâce à la vigilance de nos équipes techniques, ils arrivent à accepter. Et quand ils rentrent à l'hôpital, ils sont plutôt rassurés. Voilà. Parfait. On sait aujourd'hui, à l'annonce bien sûr de cette maladie à coronavirus dans l'Asie, plus précisément en Chine et autres, on sait que l'Afrique n'était pas vraiment au devant. C'est vers fin février, mars, comme ça, qu'on a vraiment eu à entendre parler de cette maladie. Et quand on dit, lui là, il est testé positif à la maladie à coronavirus, ça craint. C'est comme si le VIH-Sida dans les années 80 en Afrique. Tout à fait. Au fait, la peur, je crois que ça a été bien défini par beaucoup de sociologues. Et récemment, l'UNICEF a publié même d'ailleurs
une étude et puis a proposé des directives pour les États pour mieux gérer la survenue de la stigmatisation. Disons pour le moment, comme je le disais tantôt, ce n'est pas encore un phénomène sensible dans notre société. Cependant, il a été décrit que dans certains pays, même le personnel de santé qui soigne le Covid-19 dans les hôpitaux a été la cible d'agressions physiques ou verbales de la part des habitants des localités, de ces localités. Mais ici et là, en France, en Europe, aux États-Unis, le personnel de santé est plutôt applaudi. C'est la même chose pour ceux qui ont souffert de la maladie, ils sont plutôt bien intégrés. Si vous prenez même nos personnels, nos agents de santé qui sont infectés et qui sont d'ailleurs tous guéris, sauf ceux qu'on venait de recenser, qui sont encore en cours de suivi hospitalier. Beaucoup d'entre eux ont déjà repris ce travail. Ça ne pose même pas du tout de problème particulier, ce qui veut dire que la société est totalement tolérante. Le fait qu'une bonne communication a été faite sur la maladie pour dire que si tu es guéri, tu es à l'abri de la maladie pour un temps. Vous vous rappelez qu'au début de nos émissions, nous disions que la peur pour cette maladie, c'est que on peut sortir immunisé, mais l'immunité va tenir pendant combien de temps? Il est prouvé maintenant qu'on sort immunisé, mais cette immunité peut ne pas être durable. Dans certains pays, il est décrit une immunité de courte durée, c'est-à-dire l'organisme humain qui a été infecté va conserver les anticorps contre la maladie pendant 3 mois, puis pourra être susceptible d'être réinfecté encore. Mais pendant ce temps, celui qui est infecté est protégé temporairement contre la maladie. Ce qui fait que la réinsertion, la vie sociale de ces personnes, ça se déroule bien, les gens ont repris leur service. Il y a beaucoup plus de curieux d'ailleurs. Pour ceux que j'ai rencontrés, les gens viennent leur demander, mais vous avez été infecté, comment vous avez senti la maladie, etc. etc. Ça fait l'objet de causeries et ils participent ainsi à la sensibilisation de la population contre la maladie. Cela dit, le plus important que nous pourrons rappeler ici, c'est que tous ceux qui ont été infectés, même libérés de l'hôpital, comme ils pourront perdre leur immunité et pourraient être susceptibles d'être infectés encore, on leur recommande vivement de continuer à respecter les mesures barrières comme toute autre personne pour ne pas se dire qu'eux, ils sont déjà à l'abri de la maladie et qu'ils peuvent se comporter comme ils se comportaient avant. Voilà. Alors, quand on sait qu'à l'heure où nous parlons, les chiffres augmentent au jour le jour, comment se passe concrètement la prise en charge dans tout son ensemble? Disons que le Togo saigne et saignera beaucoup dans la gestion de cette maladie. Puisque le gouvernement a abordé la gestion de la maladie sur le plan social. C'est vrai, c'est une urgence de santé publique. Et si vous ne l'abordez pas sur le plan social, ça va donner l'hécatombe, un peu comme ça se fait dans les pays occidentaux. Vous savez que dans les pays occidentaux, on vous traite, mais après on vous donne la facture. Du moins, quelqu'un doit payer. Si ce n'est pas la sécurité sociale, c'est l'assurance, ou bien c'est vous-même qui payez. Alors, ici, c'est le gouvernement qui prend tout en charge. Dans ce sens, comment la prise en charge se fait? Pour ceux qui ont des signes, des symptômes, ne serait-ce que mineurs de la maladie, et de mineurs à graves, bien sûr, voire critiques, ces personnes sont suivies dans un centre de prise en charge adapté, c'est le CHR Lomé Commune, avec tous les équipements, y compris les équipements de réanimation nécessaires pour pouvoir sauver la vie. Et ce centre se spécialise de plus en plus parce qu'on se rend compte qu'il y a des cas particuliers, notamment des enfants. Donc, il faut avoir des sondes adaptées. Et il y a des femmes enceintes, vous voyez, qu'on retrouve souvent. Mais dans les autres cas, qui constituent une grande partie d'ailleurs de ceux qui sont infectés, c'est les asymptomatiques.
Okay. Nous avons la chance que sur toute l'étendue du territoire actuellement, et toutes les personnes que nous avons retrouvées infectées, d'ailleurs, presque tous rentrés du voyage du Ghana et du Bénin, et avec le fait que, je crois, les Togolais vivant hors du territoire national, ils sont attirés par la gratuité et les soins dont les patients font preuve sur le territoire national. Disons qu'ils ont tendance à rentrer pour se faire soigner. Donc, quand ils viennent, on les teste, ils sont positifs. Ils sont gardés dans les auberges, dans les hôtels de la place. Ils sont nourris, ils sont suivis, ils sont traités jusqu'à la négativation de leur test biologique à 2 reprises. Et puis après, ils sont libérés et ils retournent chez eux à la maison. Voilà. Donc la prise en charge se passe plutôt très bien. Voilà. Et c'est plutôt attractif. Voilà. Est-ce que tout va à bon train, hein? Ça va. Disons que, et je le dis tout le temps et chaque fois que l'opportunité m'est donnée, le fait que nous avons la main des plus hautes autorités du pays, surtout le leadership du chef de l'État qui nous a aidés à acquérir tous les intrants nécessaires pour faire face donc à cette épidémie. Disons que tout se passe très, très, très bien. Le reste, c'est des petits détails opérationnels. C'est ça que nous fait que nos portables ne s'éteignent jamais. Pour, à chaque fois, il faut intervenir, régler ces petits détails. Et peut-être nous ne sommes pas encore à la fin de l'émission, mais de remercier les préfets qui constituent, en tout cas, les préfets qui sont les leaders du niveau opérationnel de la gestion, c'est-à-dire les comités locaux de gestion, et autour d'eux, le directeur des districts sanitaires, et les responsables des forces de l'ordre et de sécurité, et les maires, qui au quotidien se réunissent pour pouvoir déterminer quelle est la façon spécifique de faire face au Covid-19 dans leur localité. Et ça se passe très, très bien. Nous restons toujours en communication. Donc la coordination entre la cellule de riposte, qui est bien sûr basée à Lomé, et les préfets, les maires, les CDQ et autres chefs de village, et ainsi de suite, on est tenté de dire qu'il n'y a pas de souci. Ça se passe très bien, ça se passe très, très bien. Vous savez, et c'est l'idée, en tout cas, ceux qui ont conçu cette idée et qui, en tout cas, je suppose, et qui ont soumis au chef de l'État, ou si c'est le chef de l'État lui-même qui a eu cette intuition rapide, je crois que c'était bien conçu. Vous avez un comité national de crise dirigé par le chef de l'État et en dessous duquel il y a la coordination nationale de gestion de la riposte. Et sous la coordination nationale de la riposte au Covid-19, vous avez les comités locaux. Comités locaux, c'est toutes les préfectures. À côté, vous avez une CNJR, une coordination nationale de gestion de riposte, qui est appuyée par d'autres structures. Par exemple, la FOSAP. La FOSAP est sur le terrain avec la force sécurité antipandémique, tout le temps aux côtés des nôtres, à la recherche des personnes infectées, à la recherche des contacts, à aider à régler aussi certains petits soucis sécuritaires. Vraiment, ça se passe très, très bien. Je tire chapeau au préfet. Quand on cherche le bon, je suis le coordonnateur adjoint de la CNJR. Oui. Quand le cordeau est acculé par ici et l'adjoint est vite joint. Et comme au même moment, je suis le secrétaire général du ministère de la Santé à double titre, je suis très bien sollicité quand mes deux chefs, le ministre de la Santé lui-même et le coordonnateur de la CNJR, ne sont pas sollicités, mais c'est vite fait pour que ça tombe sur nous et nous essayons de faire ce que nous voulons pour pouvoir rendre compte aux autorités supérieures. Voilà, ça se passe très, très bien. Et je salue vraiment cette franche collaboration. Et la seule chose que nous demandons, c'est que pour le niveau périphérique, il faudrait que les cadres des différents milieux se soucient de leur milieu aussi. Je ne parle pas seulement des cadres administratifs, les cadres politiques de tous bords, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, les cadres religieux, les pasteurs et tout ça là, ils n'ont qu'à tenir le langage qui va dans le sens des mesures préconisées par le gouvernement, en tout cas les autorités administratives.
parler à la population. Cette maladie, on ne la défie pas. Vous avez suivi un article publié sur un pasteur camerounais bien connu, qui est mort en une semaine. Qui a demandé ce monsieur qui a demandé à tous les fidèles infectés de se réunir dans une salle. Il a posé la main sur leur tête, il a prié sur eux, que lui peut défaire coronavirus. Mais ce faisant, voilà un monsieur qui s'est massivement infecté. Parce qu'il s'est exposé à diverses formes de coronavirus. Oui. Il a inhalé suffisamment de virus. En une semaine, il est décédé. C'est-à-dire, en principe, c'est après 8 jours que la maladie arrive vraiment. Mais lui, il est décédé parce qu'il a inhalé trop de virus. Ça veut dire que l'inoculum est massif. Son corps n'a pas le temps de réagir. C'est un peu comme celui qui est au milieu du fourneau. Il est brûlé. Je crois que cette maladie, on ne doit pas défier sa force létale. Nous devons nous conformer strictement aux mesures préconisées par les autorités. Il y a quand même des voix qui s'élèvent au jour le jour, demandant bien sûr la réouverture bien sûr des lieux de culte. Et l'argument avancé, c'est que les marchés sont ouverts, les débits de boissons également. Ben, pourquoi ne pas peut-être demander aux pasteurs et autres de garder cette distance physique et respecter aussi d'autres barrières qui sont bien sûr annoncées par l'État dans la mesure de riposter contre cette maladie. Alors, à ma connaissance, les débits de boissons, les nightclubs ne sont pas... Il y a un communiqué qui a circulé entre-temps qui les a permis. Aujourd'hui, la plupart des débits de boissons, les bars et autres... Je n'en ai pas connaissance. Ah moi, oui, ils ont commencé pas à travailler. Et quand même, la distance est respectée. Moi, je n'en ai pas connaissance. Il y a le dispositif de lavage de mains qui est installé. Je n'en ai pas connaissance. Mais ce qui est sûr, c'est que il faudra tout faire pour que partout dans le pays, les mesures, ces mesures primaires qui, ensemble, concourent à la minimisation du risque. On n'a pas dit que si vous lavez les mains, puis c'est fini. Oui. Ou bien vous toussez dans le coude, c'est fini. Vous êtes à 2 mètres de votre voisin ou 1 mètre de votre voisin, c'est fini. C'est pas ça. C'est le respect de l'ensemble de ces mesures. Alors, les marchés, voyez nos conditions de vie. Vous imaginez qu'à cause de cette épidémie, on ferme tous les marchés. Comment les gens vont vivre? Parce que ceux qui souffrent plus ceux qui souffrent plus de cette épidémie, bien évidemment, c'est les grands entrepreneurs. Mais eux souffrent en silence. Mais ceux qui souffrent bruyamment, c'est ceux qui tiennent le secteur informel. Oui. Ceux qui vivent au jour le jour de leurs activités. Et puis, c'est leur activité aussi qui permettent de nourrir une grande partie de la population. Alors, ce qui a été préconisé, et je crois que les maires de la ville de Lomé, parce que c'est en tout cas là où nous vivons et ce que nous vivons et ce que nous voyons, oui. Mais aussi des rapports que nous avons de l'intérieur du pays, les maires, les responsables des marchés, ils s'activent chaque fois pour rappeler aux usagers des marchés le respect des mesures barrières, le lavage, notamment le lavage des mains, le port de masques, et les soins qu'il faut prendre des produits en vente, etc., etc. Et je crois c'est important de maintenir la fermeture des églises, de maintenir la fermeture des écoles. Mais pour les écoles, je crois que des réflexions pourront aller dans le sens de voir comment on peut organiser les examens de fin d'année. Mais pour les classes de passage, la plupart des écoles ayant fait plus de 70% de leurs cours, je crois qu'il y a lieu de réfléchir pour voir comment on peut évaluer ces enfants-là et les laisser pour que d'ici 4 ou 5 mois, quand tout sera réglé, avec l'espoir qu'un vaccin qui s'annonce de plus en plus probant, ça soit réellement trouvé, que ça soit efficace, ce bien universel pourra être donc mis à la disposition de la population pour prémunir la population contre la maladie. Je crois que la fermeture des lieux de culte, ça s'avère important. Nous ne contrôlons pas. Je donnais l'exemple
Un exemple, la dernière fois, j'ai dit que si vous allez dans les villes périphériques, ces pasteurs ont transformé chaque maison en lieu de culte. Ah oui. Et quand ils vont, ce n'est pas pour prier, c'est pour chanter, danser. Quand vous restez dans une ambiance de chant et de danse, c'est là où les gens s'infectent massivement. C'est là où les gens s'infectent massivement. Parce qu'en criant, en dansant, la transpiration, les buées qui sortent de la bouche parce qu'on chante, une seule personne infectée peut infecter l'ensemble des fidèles présents dans le lieu de culte. Vous voyez que c'est vraiment sérieux. Et je crois que le rituel ou les regroupements religieux, ce n'est pas ça qui est plus important. On va prier les gens de prier tranquillement chez eux à la maison. Et Dieu est omnipotent. Dieu est partout. Et puis sauvera tout le monde. Voilà, c'est ça. Justement. Alors, on sait aujourd'hui que quand nous parlons bien sûr de la stigmatisation, et c'est un peu difficile, l'Africain est vraiment social et sociable dans la société dans laquelle il se retrouve. Et quand un proche nous vient de l'extérieur, le bon sens aurait voulu est-ce qu'on lui dit bonne arrivée et l'embrasser. Et ça va être un peu difficile quand même de le dénoncer, hein? Je crois que plutôt ça se passe très bien. Si nous avons eu autant de cas positifs, c'est parce que les chefs traditionnels, les maires, les chefs traditionnels, les leaders religieux et tous les leaders d'opinion, y compris les enseignants d'école, ils se sont mis dans la danse. C'est ça qui fait que certaines préfectures, pas toutes, certaines préfectures recensent toujours quelques dizaines de nouveaux arrivants dans leur localité chaque fois. Et une fois qu'ils sont annoncés, et nos équipes vont, et puis ça ne leur pose pas de problème. Ça ne leur pose pas du tout de problème. Ils sont signalés. Et puis, y compris même nos agents de santé. Il y a des cas c'est dans la région maritime surtout, et Lomé que je ne sais pas si c'est la sociabilité. Comment est-ce que le concept se défend? Je crois qu'il y a trop de lettrés et je peux dire des gens qui confondent leur domaine de spécialité à l'approche santé publique de la thématique dont on parle. Voilà. Tout le monde se transforme en expert de santé publique. Si vous écoutez les gens parler du traitement de Covid, vous vous demandez, waouh, ça veut dire que nous allons devenir tous docteurs en médecine. On se demande justement qu'est-ce qui se passe. Les spécialistes sont là. Et ça déforme la compréhension dans la région maritime surtout. Dans la région maritime, ça déforme. Quand vous suivez ce que les gens postent sur les plateformes, je suis obligé d'interpeller certains en inbox pour dire, mais vous ne publiez pas quelque chose dont vous n'avez pas connaissance. Même si vous en avez connaissance, vous n'en avez pas compréhension. Il ne suffit pas seulement de poster parce que vous avez lu et compris littéralement ce qui a été dit. Mais en profondeur, qu'est-ce que vous y avez compris? Voilà, donc c'est ça. Ça fait qu'il y a un peu trop de excusez-moi l'expression, de demi-lettrés dans la région maritime. Demi-lettrés. Oui, des gens qui ne sont pas suffisamment informés et formés à la matière et qui veulent parler de tout. Je crois qu'on doit pouvoir cesser ça. Il faut que... on n'a qu'à laisser, en tout cas, ceux qui maîtrisent la matière s'exprimer et expliquer à la population. Et quand vous écoutez certains messages vocaux, c'est à la limite, ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. Je voudrais inviter donc la population à s'abstenir de tout propos pouvant désorienter davantage la communauté, en tout cas la population de base, pour que nous puissions mieux leur parler, nous puissions donc les guider pour se prémunir contre la maladie. Mais dans le reste du pays, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Les chefs traditionnels, les leaders d'opinion jouent un très grand rôle. C'est pour ça que vous prenez une localité comme la Plaine de Mont, où tout... Voilà. Et la préfecture de Sud-Oti, la préfecture de Pendjal Ouest, de Sinkassé, de Tone, même de Moyen Mono, on arrive à trouver des gens à qui on fait les prélèvements et puis on trouve des cas. Et je crois qu'il faut tirer chapeau. Dans la région maritime, je crois qu'il y a encore un grand travail à faire. Et je crois qu'il y a beaucoup trop d'influence de Lomé. Puisqu'il y en a qui viennent conduire
faire peut-être leur petit job de taxi-moto et autres. Dès qu'ils chopent un petit message dans le coin de rue, ils retournent au village et puis ils vont traduire ces messages-là à leur manière et puis ça déforme la compréhension des choses et je crois qu'un grand effort doit être fait dans la région maritime. J'invite les chefs traditionnels à parler à leur population, à leur dire que cette maladie, c'est vraiment sérieux. Voilà. L'autre question qui revient très souvent, c'est cette prouesse que vous réalisez au jour le jour. Je veux parler bien sûr du nombre des guéris. On se dit, ou bien les messages, comme vous l'avez souligné, qui nous viennent souvent, on nous dit qu'à Lomé, là, on arrive tellement de guéris. Est-ce que c'est vrai? Ce qui fait qu'on a peur de ces gens qui sont guéris. Ah bon? Oui. Et alors, nous, on fait le plaisir de relayer cette information-là que vous nous laissez chaque temps. On dit, ah oui, si vous avez tel nombre de guéris, c'est parce qu'il y a le traitement qui est fait comme ça. Et les experts sont sur le terrain qui nous informent au jour le jour. Mais nous, on n'est pas des experts du domaine. C'est vous, surtout en tant que secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Quelle est cette explication que vous pouvez donner à ceux-là qui demeurent toujours dubitatifs ou bien indécis par rapport à ce qui se dit, par rapport au traitement d'abord et ce qui s'est fait d'une façon beaucoup plus scientifique au niveau du CHR Lomé Commune? Bon, disons quand même que l'infection au SARS-CoV-2 qui entraîne la maladie appelée COVID-19, c'est une maladie qui a priori a une létalité comprise entre 5. Bon, dans l'extrême, c'est entre 1 et 10%. C'est-à-dire 1 à 10% de ceux qui sont infectés vont mourir. Quand vous prenez déjà le nombre de morts que nous avons recensés, rapportés, vous voyez que nous sommes dans cette fourchette-là. Alors, vous avez la chance de guérir, d'autant plus que vous avez été vu tôt et donc mis à l'abri et sous traitement. Oui. Les traitements ne sont pas des traitements forcément qui indexent la cause de la maladie. Parfait. Au fait, à l'hôpital, nous traitons le malade et non la maladie. Et non seulement la maladie. D'accord? Nous traitons le malade et non seulement la maladie. Autrement dit, chaque cas, c'est un cas particulier. Si vous avez un patient que vous recevez à l'hôpital, vous devez savoir que si ce patient a une comorbidité, vous avez le devoir de prendre en charge ce patient pour la maladie qui existait et aussi tout ce qui peut advenir lors du traitement. Vous voyez? Alors, pour le moment, nos équipes de prise en charge font un très très bon travail. C'est vrai, il y a un nombre important de guérisons. D'abord, il y a plein de personnes qui sont asymptomatiques. C'est eux qui constituent vraiment le réservoir de contamination. Il y a des patients qui gardent le virus longtemps. Okay. Nous avons vu des cas où des personnes qui ont fait 3-4 semaines avant de se débarrasser du virus. Ouais. Ça dépend de la réactivité. C'est un peu comme vous êtes sur une ligne pour faire du marathon. On dit à vos marques, préparez. Naturellement, il y en a qui partent à 100 à l'heure. Oui. Et il y en a, bon, c'est en ce moment. Donc, c'est un peu ça. Pour dire que le nombre de guéris, si nous l'évoquons chaque fois, c'est pour inciter la population à comprendre que s'ils se font prendre en charge très tôt, s'ils se font détecter, se font prendre en charge, ils ont la pleine chance de s'en sortir. Ce n'est pas dans le sens donc, de la banalisation de la maladie. Voilà. C'est très important, cette information à l'endroit de ceux qui nous suivent actuellement. Cette émission, c'est aussi les informations de la cellule Riposte. Je veux bien sûr parler du site d'information officiel du gouvernement. Nous allons jeter un coup d'œil sur les chiffres, bien sûr, du site d'information officiel du gouvernement togolais. La situation au Togo à la date du 20 mai 2020 à 19h
pile, nous avons 218 cas actifs avec 110 cas guéris, 12 décès, 340 cas confirmés au total et 14 196 nombre total de tests au Togo. Quoi qu'on dit, les chiffres augmentent au jour le jour en matière de... Les chiffres augmentent liés à des phénomènes particuliers. Oui. Et l'augmentation des contacts par rapport à certains cas positifs, c'est-à-dire c'est des personnes infectées qui se sont retrouvées avec d'autres avant leur détection et donc il s'est fait que l'infection a été transmise à ces personnes-là. Le nombre augmente également à cause des retours massifs des Togolais vivant au Bénin, au Burkina, au Nigeria, en Côte d'Ivoire et surtout au Ghana, qui sont rentrés. Certains sont rentrés tout naturellement, d'autres sont rentrés attirés par la facilité de soins offertes aux personnes infectées. Et heureusement que la population contribue à les identifier et à les détecter. Comme je le dis, la région la moins parlante, c'est pour ça d'ailleurs que vous prenez une préfecture comme Yoto, comme une préfecture comme Lac. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé un seul cas, ça nous inquiète. Nous ne pouvons pas dire que ces préfectures-là ne reçoivent pas de retour. On sait que Yoto, c'est un pas de Lokossa. De Lokossa. Et Aneho, c'est... Voilà. À 1 minute de... Exactement. Vous voyez tout ça là. Ouais. Et on nous dit qu'il n'y a pas de cas. Ben c'est inquiétant. C'est inquiétant. Même les cas qui ont été trouvés dans le Bas-Mono, c'est grâce à la vigilance des professionnels de santé. C'est-à-dire, la personne s'est retrouvée à l'hôpital, on lui a demandé s'il n'a pas voyagé. C'est en ce moment il témoigne qu'elle est rentrée d'un voyage, etc., etc. Et on a fait des investigations autour. Ça veut dire que la population ne signale pas. La population ne signale pas. C'est la même chose pour la préfecture de Vaud aussi, de Zior. Disons, toute la région maritime, il n'y a pas beaucoup de collaboration de la population. Je crois que la population... C'est pour ça qu'elle dit qu'il y a des influences négatives. Les gens n'ont qu'à cesser. Il faut que nos cadres moyens relaient les messages des autorités administratives. Il faut qu'ils relaient. Ils n'ont qu'à mettre leur capacité de compréhension de ce que nous leur disons à la disposition, en tout cas, de la société pour leur relayer fidèlement ce que nous leur disons. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de voyageurs déclarés dans la région maritime, ce qui n'est pas bien. Dans la région des plateaux, je peux citer aussi là où il y a moins de déclarations de retour, c'est la préfecture de Haro et puis la préfecture d'Anié. Il n'y a pas beaucoup aussi de déclarations de voyageurs, ce qui, je crois que si c'est ce qui se passait dans le nord, ben c'est grave. Mais actuellement, ça nous inquiète parce que nous n'avons pas encore de cas positifs dans les lacs. Nous ne voulons pas qu'il y ait de cas positifs, mais nous voulons qu'il y ait beaucoup. Voilà, nous voulons simplement que les gens nous disent, mais qui sont ceux qui sont rentrés du Nigeria, du Bénin, du Ghana, pour qu'on leur fasse les prélèvements, c'est tout simplement. Les allers-retours au niveau des... Exactement. Entre le No Man's Land, là, exactement. Donc, il faut les signaler, il faut qu'on leur fasse les prélèvements. Nous voulons nous assurer qu'on leur a fait le prélèvement et qu'ils sont négatifs. On va les que de noter qu'il n'y a pas du tout de voyage. C'est-à-dire, quand vous faites une semaine entière pour toute une préfecture, il n'y a pas 2 ou 3 voyageurs qui sont notés, qui sont... Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a rétention d'informations. Je crois. Dans la région maritime surtout, je crois qu'il y a quelque chose. Plutôt, ça se passe très bien dans la région des Savanes, dans la région de la Kara aussi. Et actuellement, nous sommes en train de déplorer un peu. Vous êtes au courant du conflit social qui a été, je crois que c'est passé dans le journal de 20h hier, entre Lamba et Konkomba, je crois. Ça nous fait peur. Parce que ce conflit va certainement engendrer, de toute façon, cela a engendré des déplacements de la population. Et nous avons peur que si, à cause des petits problèmes de quartier, ça doit aboutir
et que ça aboutisse à ça et que en cette période de début des pluies où les paysans doivent commencer leur champ, les gens doivent se déplacer et les exposants, entre autres, aux intempéries, mais aussi à l'épidémie, au Covid-19, le choléra, la rougeole chez les enfants, c'est tous les risques, hein, la malnutrition. Et je crois que ce n'est pas le bon moment. Ce qui fait que nous invitons vivement, bien sûr, les autorités locales, mais aussi toutes les autorités administratives, traditionnelles à œuvrer rapidement. Et je crois qu'actuellement, les forces de l'ordre et de sécurité s'activent sur le terrain pour ramener le calme et réintégrer ces populations-là dans leur lieu d'habitation habituel pour une assistance effective et le règlement définitif de ce conflit. Parce que le travail épidémiologique qui est fait sur le terrain là-bas est très, très, très apprécié. Et il ne faudrait pas que ce genre de conflit vienne perturber nos efforts et que tout revienne à zéro. Voilà. On va commencer par enregistrer quelques questions et puis essayer de les relayer auprès de notre invité du jour, Dr Ososinou Aoussi, qui est bien sûr secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, épidémiologiste. Hein? Ouais. Ce que je sais pour vous, c'est l'ophtalmologue, parce que vous avez eu oui, bien sûr, de prendre soin de mes yeux plusieurs fois. J'ai une carrière bien diversifiée. Voilà, ce que moi je ne savais pas. Beaucoup me connaissaient en tant que médecin général. Quand j'étais médecin généraliste, j'avais soigné beaucoup de gens et j'ai beaucoup sillonné le pays. Donc je salue Dapon, je salue Cara, je salue partout où j'ai fait. Et quand je suis médecin, quand j'ai fait la spécialité d'ophtalmologie, j'ai officié surtout au CHR Lomé Commune. Et comme j'étais devenu promu pour être le responsable du programme national de lutte contre la cécité, nous avons eu beaucoup de campagnes, opérer les hommes, ouvrir les yeux, etc. etc. Et puis, j'ai été investi également dans la gestion de la préparation à la riposte à Ebola. Voilà. Nous avons beaucoup travaillé aussi là-dessus. Et puis après, j'étais promu au poste de directeur général de l'action sanitaire où j'ai coordonné un certain nombre de directions centrales du ministère de la Santé et coordonné également en ce moment la santé communautaire. Bon, aujourd'hui, je suis secrétaire général du ministère de la Santé. C'est une continuité. C'est les soins simplement que je n'arrive plus à faire. Non, mais il faut que je coordonne quand même les soins. Il faut que vous commenciez par... sinon, on a peur de perdre une tête bien faite. Mais attendez, vous voulez dire qu'un administrateur, c'est la tête fêlée? Non, c'est pas ça. Non, ceux qui sont dans l'administration, qui ont des potentialités, n'ont pas vraiment le temps d'exercer le métier comme ça se doit. Parce que nous sommes je sais de quoi je parle. Nous sommes des fonctionnaires de l'État. Voilà. Partout, on a besoin de nous. On travaille jusqu'à ce que vous atteigniez la limite de votre âge. Et vous êtes admis à la retraite ou bien vous êtes appelé plutôt par d'autres fonctions. Et puis voilà, pour le moment, je prends plaisir à faire ce que je fais. Oui. Ça fait quand même 3 ans que je n'ai plus tenu un bistouri pour ouvrir un œil. Donc, voilà ce que je dis. Là où je suis maintenant, je ne vous conseille pas de me donner votre œil pour opérer encore. Je m'en souviens quand j'avais ces petits bobos d'yeux là. J'ai fouillé, on m'a dit d'aller voir docteur Aoussi. Il dit, oui, docteur Aoussi, il est où là? On dit, c'est Archer Lomé Commune. Bon, j'ai pris le rendez-vous et puis quelques heures après, je me suis sorti bien. Je vois très bien. Donc je me disais, est-ce que aujourd'hui... c'est moi qui coordonne tous les médecins aujourd'hui, tous les hôpitaux, que ce soit privé ou public. Je suis, en tant que secrétaire général, je suis le coordonnateur de tous les services techniques du ministère de la Santé, directement placé sous l'autorité ministérielle. Donc, vous voyez que c'est une continuité. C'est une continuité. Voilà, donc je suis capable aujourd'hui de vous indiquer quel est le meilleur médecin. En tout cas, tous sont meilleurs d'ailleurs. Qui est le plus proche plutôt pour prendre soin de vos yeux. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions. La première qui nous vient nous dit ce qui suit.
s'il vous plaît, mon inquiétude se pose sur le lavage des mains, en particulier l'ouverture et fermeture du robinet. Un patient qui touche le robinet pour l'ouvrir et après le retouche pour le fermer. En l'ouvrant, n'est-ce pas une contamination pour le suivant? Non, vous avez raison. En fait, c'est celui qui a posé la question. Il a parfaitement raison. Ce que nous conseillons, c'est de demander à ceux qui ont acquis les dispositifs de lavage des mains de revoir leur fabricant pour mettre un dispositif automatique. Ça peut être cher ou un dispositif à pédale. Un dispositif à pédale, c'est-à-dire avec un appui pédale du pied. Et on puisse avoir l'accès à l'eau et puis quand on enlève le pied, bon, mais c'est ça qui est préconisé. Sinon, les dispositifs de lavage de la main avec robinet qu'il faut ouvrir. C'est toujours le même problème, hein? Comment ça? Ça dit quand... Oui, c'est... En tout cas, c'est vrai que quand vous lavez les mains, vous avez certainement bien nettoyé votre main et enlevé les microbes. Mais quand vous retouchez le robinet que vous avez déjà touché avec votre main qui n'était pas propre, il se peut que vous ramassez encore en partie ce que vous-même vous avez laissé et ce que d'autres ont laissé. C'est pour ça que nous préconisons les dispositifs de lavage de main à pédale ou les dispositifs automatiques de lavage. Et d'ailleurs, je veux féliciter New World. C'est ce que je voudrais vous demander. Parce qu'à l'entrée, trouver le nôtre là. À l'entrée, j'ai été émerveillé que dès que vous mettez la main, le savon vient tout seul. Après, vous allez au lavabo, vous posez la main simplement, l'eau sort tout seul de façon automatique. Je crois que on peut inviter les commerçants, ceux qui tiennent les quincailleries, à importer les robinets automatiques là, pour ceux qui ont les moyens de les acquérir. Mais à défaut, je crois que le dispositif à pédale, je crois que c'est très bien. Je crois que j'ai vu dans certains documentaires, et un dispositif simple à pédale, ou juste avec un petit bois, une corde attachée à un bidon, et dès qu'on on met le pied sur le bidon se baisse tout ça, et puis ça met l'eau. Je crois que il faut être ingénieux dans ce sens. Mais le système à robinet manuel, je crois que c'est pas indiqué. C'est pas indiqué. La question suivante sur notre plateforme nous dit ce qui suit: le Covid-19 est-il un virus naturel ou cultivé dans un labo? Le vaccin n'est-il pas plus nuisible qu'utile? Bon, la première question, je crois qu'il faut laisser les chercheurs documenter pour nous dire si c'est un virus naturel. Nous, on n'est que des victimes de ce pathogène-là. C'est un peu comme vous êtes dans votre maison. Si la maison prend feu, ce qu'il faut faire, c'est de vous sauver et sauver ce que vous pouvez encore sauver de la maison. Vous n'allez pas chercher à savoir si ça provient d'un gaz, une fuite de gaz, ou si ça provient en tout cas de façon intentionnelle d'un malfaiteur. Ce n'est pas ça la question. Je crois que nous devons sortir de cette question et plutôt nous prémunir contre donc, cette maladie. Le vaccin a été toujours utile. C'est parce que ceux qui posent ces questions sont des jeunes. Ils n'ont pas vécu les temps. Je rappelle souvent que la population du Togo est faite de 70% des jeunes de moins de 30 ans. Il y a 30 ans, nous étions en 1990, que vous connaissez très bien, les turpitudes, la conférence nationale, etc., etc. Et vous voyez que quand vous dites que 70% de la population n'a pas vécu ce moment-là, vous voyez qu'ils ont raison. Déjà, en ce moment, les maladies deviennent rares parce qu'il y avait la phase intensive des vaccinations. Si ce n'est pas que nous avons une résurgence de l'épidémie à la poliomyélite, il y a certaines personnes qui ne verront jamais les séquelles de poliomyélite dans nos populations. La rougeole. Jusqu'à présent, il y en a qui traînent avec la cécité liée à la rougeole. Et il y a plein de maladies comme ça qui avaient été. La variole. Si vous n'avez pas le tampon de la vaccination, il faut être né avant, je crois, 1974 pour avoir ce tampon-là, qui était le vaccin qui nous avait été inoculé contre la variole. Et puis, quelques années plus tard, avant la fin des années 70, cette maladie a été déclarée éradiquée. Il y a plein de maladies comme ça qui ont été vaincues par la vaccination. Ah oui, c'est ça. La vaccination, c'est l'intervention de santé publique la plus coût efficace. Oui.
la plus coût-efficace, c'est-à-dire peu d'investissement, mais plus d'efficacité. Il faut que les jeunes le savent, que le vaccin, ce n'est pas pour stériliser les Africains comme certains, on a peur, hein, on certains cons le racontent. Je crois qu'il y a des conneries, il ne faut pas dire à la population. La vaccination aujourd'hui a un certain nombre de vaccins obligatoires. Bien évidemment, avec le temps, nous incitons que le développement des mentalités aboutisse au développement de l'assainissement, de l'environnement, de l'hygiène individuelle, de l'hygiène collective. Le coronavirus vient nous rappeler, au fait, les règles élémentaires de la société. L'hygiène individuelle et collective. Vous savez, les pays qui étaient déjà très avancés en termes du respect de l'hygiène individuelle et collective et de l'hygiène environnementale, ils n'ont pas eu beaucoup de cas. Et je crois qu'à Taïwan, 7 morts, 400 cas déclarés de coronavirus à côté de la Grande Chine. Vous voyez, dans certains pays européens aujourd'hui, ils sont très moins touchés parce que les gens sont revenus aux réflexes les plus indiqués pour la vie en communauté. Parfait. Mais si nous continuons notre bouillabaisse, où chacun raconte n'importe quoi parce que, ok, j'ai fait le BPC en quoi, j'ai fait le lycée technique en quoi, et puis je deviens le sensibilisateur sur le coronavirus. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Et laisser les gens, ceux qui doivent faire le travail. Je suis très peiné. S'ils veulent les informations, ils n'ont qu'à s'adresser aux spécialistes. Je crois que c'est plus important. C'est plus intéressant. Nos agents de santé sont partout sur toute l'étendue du territoire. Ils n'ont qu'à s'approcher d'eux. On n'est pas là à raconter du n'importe quoi à la population. Parce que si une seule personne est malade, en tout cas touchée par une maladie infectieuse, c'est toute la population qui est touchée. C'est pour ça, pour ces genres de maladies, bien évidemment, un seul cas suffit pour déclarer l'épidémie. Un seul cas suffit pour déclarer l'épidémie. Voilà. On va prendre la toute dernière question de cette émission de ce jour qui nous dit ce qui suit. Supposons que le Togo découvre un remède. Il faut d'abord attendre l'attestation de l'OMS. Enfin, ça, c'est allusion faite bien sûr au produit malgache. Hein. Le Madagascar n'a pas trouvé un médicament. Le Madagascar vante une potion, une décoction. Vous savez, c'est pour ça que je suis très embarrassé que c'est un homme politique qui communique. Bon, attendez, il faut pas confondre la politique et la science. C'est deux spécialités qui sont aux antipodes. Autant la politique n'est pas une science structurée. La science, c'est basé sur les évidences. Vous voyez, c'est des formules. Alors, quand c'est le politique qui se mêle à la science, moi, je suis très embarrassé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai été très séduit par la réaction des chefs d'État, à travers les chefs d'État ouest-africains, bien sûr, à travers l'Organisation ouest-africaine de la santé, pour dire que nous ne reconnaissons pas les décoctions pour lesquelles nous n'avons ni la formule scientifique, ni le nom de la molécule. Quand vous fabriquez un médicament, quelle est la dose journalière? Quelle est la concentration qu'il faut pour chaque organisme? Si vous avez une insuffisance rénale, est-ce que vous avez le droit de prendre ça? Si vous avez diabète, est-ce que vous avez le droit de prendre ça? Si vous êtes une femme enceinte, est-ce que vous avez le droit de boire ça sur le fœtus? Rien n'est dit. Et puis, un homme politique sort pour dire que lui a trouvé un médicament. C'est quel médicament? Je crois qu'il y a des choses où on ne s'amuse pas comme ça. Je crois que nous, en Afrique de l'Ouest, du moins, nous sommes très avancés dans la recherche scientifique et il faut tirer chapeau aux chercheurs. C'est ça qui fait que les politiciens ne se mêlent pas trop dans ce que les scientifiques font. C'est deux mondes différents. Mais il y a un qui est au-dessus, c'est le monde politique qui décide, mais laissez les scientifiques faire leur travail. Et je crois que nous, au Togo, et dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, ça se respecte très bien et nous tirons chapeau à nos autorités. Voilà, de ne pas se mêler dans ce débat. Est-ce que c'est déjà la fin? Merci, la fin, pour rappeler à la population le strict respect des règles, des gestes barrières et aussi
de relayer fidèlement les messages que les autorités administratives donnent à la population pour se prémunir contre cette maladie. Merci beaucoup Mathieu, merci aux téléspectateurs. Merci beaucoup à vous, docteur Sosé Noir-Aussi. Je rappelle bien sûr que vous êtes secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Vous qui avez bien sûr à votre compte plusieurs... Très bonne suite, bien sûr, de nos programmes à vous tous et à très vite. Merci.